Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va paraître pas très originale puisque je vais vous parler du top des erreurs à ne pas faire et je vais pas faire le top 3, le top 5, le top 7, je vais faire le top 20, d'accord, des erreurs à ne pas faire dans l'immobilier. On commence tout de suite. Bon, je vais rien vous cacher, j'ai pris des notes, d'accord, et j'ai tout mis là-dessus, tout ce qui m'est passé par la tête, tous les conseils que j'ai pu donner aux différents investisseurs que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie, tout simplement. Donc, je vous ai mis tout ça, et on va commencer par le top 1, en sachant qu'il n'y a pas de règle, d'accord, et c'est pas le top 1 qui est plus important que le top 5. Je vous ai pas mis ça dans un ordre spécifique, j'ai essayé de suivre un certain ordre chronologique, on va dire, mais en tout cas pas d'ordre de préférence ou d'importance en tout cas. Par contre, le dernier, le top 20, c'est quasiment le plus important pour moi, donc je vous conseille évidemment de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, top 1. Le top 1, c'est un classique, c'est ne pas écouter les gens qui n'ont pas encore investi. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous baladez sur YouTube, sur Facebook, sur quoi que ce soit, quand vous discutez avec des gens même de votre famille, vous apercevez qu'il y a plein de gens qui vont vous donner conseils parce qu'ils ont vu quelque chose, ils ont entendu quelque chose, d'accord, mais pas parce qu'ils ont fait l'expérience de quelque chose. Okay, vous allez entendre ouais, mais tante Simone, elle a eu une fois un problème avec son locataire qui n'a pas payé, ou j'ai vu sur TF1 qu'il y avait ça, ou j'ai vu sur YouTube un mec qui avait eu un problème avec son locataire, ou j'ai vu une vidéo sur Facebook d'un mec qui avait plein de déchets dans son appartement. Ne pas arrêter d'écouter les autres, d'accord, arrêtez d'écouter les conseils des personnes qui n'ont pas investi et formez-vous, en tout cas écoutez les gens qui ont déjà fait quelque chose, qui sont déjà passés à l'action, qui ont déjà fait des investissements qui sont rentables. N'écoutez pas les gens qui ont acheté juste leur résidence principale, ça ne sert à rien, d'accord. C'est pas ces personnes-là qu'il faut écouter. Allez, c'est parti. Top 2 maintenant. Le top 2, ce que j'ai appelé top 2 de l'erreur, c'est ne pas s'éparpiller sur la stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut essayer au départ de se définir une stratégie. Vous avez la colocation, vous avez la location courte durée, vous avez la location longue durée éventuellement avec des immeubles. Vous pouvez mélanger les immeubles avec la courte durée, avec la colocation. Vous pouvez faire de la sous-location maintenant. Il y a plein de stratégies qui sont différentes. Alors ça peut être sur le type de location, mais ça peut être sur le secteur. Vous pouvez vous dire, je vais chercher plutôt sur Paris parce que je veux faire du patrimonial, je vais peut-être chercher sur des villes un peu plus petites parce que je veux faire un mélange entre patrimonial et renta, je vais aller sur des villes de moins de 10 000 habitants parce que je veux faire que de la renta. Donc il faut essayer, avant de s'éparpiller et partir dans tous les sens et finalement jamais rien trouver, de définir une stratégie précise en disant, voilà, ce que je veux, c'est ça. Aujourd'hui, ma situation, elle est telle qu'elle, je veux augmenter mes revenus de suite et pas dans je ne sais pas combien d'années, d'accord? Donc, je vais choisir tel type de stratégie. Mais ne pas s'éparpiller en disant « Ah ben tiens, l'autre jour, j'ai vu un produit qui pouvait être pas mal en courte durée et puis finalement, la semaine dernière, j'ai vu un autre truc sur les immeubles en Dordogne. » Il faut essayer de définir une stratégie, s'y tenir pendant une certaine durée. Je ne vous dis pas de rester bloqué toute votre vie sur une stratégie. Mais quand c'est votre premier investissement, en tout cas, ou que vous allez, premier investissement rentable, essayez de suivre une stratégie logique et de vous dire, bon voilà, je la tiens jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'ai trouvé un produit, je reste sur cette stratégie-là, en tout cas pendant une certaine durée. D'accord? Allez, top 3, on enchaîne. Alors, le top 3, il est un peu spécial, on va parler des travaux, ok? Et les travaux, plus précisément du fait de sous-estimer les travaux. Le top 3, c'est ne pas sous-estimer les travaux. Alors, c'est une problématique qui est très récurrente dans l'immobilier. J'ai rencontré de nombreux investisseurs qui avaient déjà acheté, des immeubles et qui se sont retrouvés avec une estimation en fait un petit peu à la louche. Voilà, comme ça, ils se sont dit je pense qu'il faut compter à peu près 50 000 euros. Quand ils m'ont parlé de ce projet-là, je me suis dit oulala, au vu de ce que tu es en train de me dire, ça me paraît complètement délirant, quoi. Attention à ça, quoi. Si vous n'avez pas d'idée, ne faites pas une estimation sans avoir aucune information. Soit vous faites passer éventuellement un artisan pour avoir un devis,
Soit vous faites accompagner par quelqu'un qui va visiter avec vous, soit vous utilisez le fameux kit d'estimation de travaux qui va vous aider à chiffrer vos travaux. Mais en tout cas, ne faites pas à la louche comme ça et demandez un emprunt sans forcément avoir un vrai devis conformément à ce que vous voulez en faire. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ne pas sous-estimer le montant des travaux. L'impact, il peut être énorme. Ça veut dire qu'après, derrière, bah, c'est du cash que vous devez sortir directement. Okay. Donc, faites gaffe à ça. Allez, top 4, c'est parti. Bon, on a parlé de sous-estimer les travaux, maintenant on va parler de surestimer les loyers, donc ne pas surestimer les loyers. Alors, ça c'est compliqué parce que on a souvent dans les annonces par exemple des gens qui vont donner un montant de loyer, qui vont dire ben voilà c'est loué tant par exemple, ça peut être loué 500 euros par mois, ça peut être déjà loué ce prix-là, d'accord? Ça peut déjà être loué ce prix-là, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas le bon prix. On voit souvent cette problématique avec les locaux commerciaux. On a souvent des locaux commerciaux qui sont loués par exemple depuis 15 ou 20 ans à un certain prix. Et on pourrait se dire, ouais, mais s'ils ont été loués à 500 euros il y a 20 ans, peut-être que ça vaut plus cher aujourd'hui. C'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai. Pour vous donner une idée, le premier local commercial que j'ai acheté, il était loué 390 euros par mois. Okay, il était loué depuis plus de 15 ans. C'était un tout petit local qui faisait 25 mètres carrés. Je l'ai rénové. Okay, et aujourd'hui, il est loué 330. Donc je l'ai loué moins cher et je l'ai rénové. Okay, ça ne m'a pas coûté très cher à rénover parce que je l'ai fait moi-même en grande partie. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs avec juste de la peinture et des sols à remplacer. Mais tout ça pour vous dire que un produit qui est là depuis très longtemps, ça ne veut pas dire qu'il va augmenter en loyer parce que le marché évolue et le marché n'est pas forcément ascendant et les loyers n'augmentent pas forcément dans le temps. D'accord? Donc, ne pas surestimer les loyers. Donc, faites votre propre analyse. D'accord? Allez sur le Bon Coin, regardez les loyers, les prix des loyers actuels. N'hésitez pas à envoyer des mails éventuellement aux propriétaires pour savoir si c'est déjà loué ou pas et combien de temps ça a mis pour louer, pour se rendre compte finalement si c'est le bon prix déjà ou pas. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que c'est à louer sur le Bon Coin que c'est le bon prix. Parce que si ça se loue jamais, c'est peut-être parce que c'est trop cher. Donc attention à ça, ne pas surestimer les loyers. Allez, top 5 maintenant. Bon, le top 5, c'est ne pas sous-estimer les charges. Okay, on parle encore de chiffres. Sous-estimer les charges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez par exemple, régulièrement, vous avez l'eau froide qui est comprise dans les charges. Vous avez un seul compteur d'eau et après des sous-compteurs dans les appartements. Donc ça, il faut essayer d'avoir une estimation qui soit au plus proche de la réalité. Bon, c'est compliqué. Néanmoins, déjà en fonction du secteur en France, vous avez le prix de l'eau qui n'est pas le même. Mais en général, moi je compte, pour vous donner une idée, entre 20 et 30 euros par locataire pour l'eau. Okay, sur les appartements, en gros 20 euros pour un studio et 30 euros pour un T3. Quoi. Voilà. Bon, c'est approximatif. L'objectif, il est que sur l'année, il y a un autofinancement, on va dire, des charges. Donc ça, attention, c'est dans le cas où il y a seulement l'eau froide qui est comprise dans les charges. Mais si vous avez l'eau froide, si vous avez l'électricité des parties communes, ce qui est aussi logique, mais ce n'est pas énorme en termes d'impact. Hein. S'il n'y a que de l'éclairage, pardon, ça représente quasiment rien. Par contre, si vous avez le chauffage qui est collectif, attention, ça peut représenter une somme très importante. Donc essayez de voir au niveau des antécédents, au niveau des factures de l'ancien propriétaire, voir ce qui a été dépensé et bien vérifier que les logements étaient loués, parce que ça aussi c'est une problématique, c'est-à-dire que on peut vous donner des factures en vous disant ça va consommer pas 1000 euros cette année, mais en réalité il n'y avait que 3 appartements sur 6 qui étaient loués. Donc attention à ça, d'accord? Donc ne pas sous-estimer les charges. Et les charges, donc ça peut être, je dis l'eau, ça peut être l'électricité des parties communes, le chauffage de tous les appartements, ça peut être l'entretien extérieur, c'est-à-dire le jardinage, etc., l'entretien des parties communes, le nettoyage. Donc il y a tous ces éléments-là, il faut bien les prendre en compte et ne pas confondre les loyers, donc qu'ils soient charges comprises et hors charge. C'est-à-dire ne pas confondre un loyer sur lequel on intègre les charges sur lequel on enlève. D'accord? Donc ça, c'est très important, ne pas sous-estimer les charges. Maintenant, top 6. Bon, le top 6, ça va paraître tout banal, ça va vous paraître tout simple, c'est tout simplement de ne pas acheter trop cher. Voilà, c'est tout bête, mais en même temps, il fallait le dire. Et ça, c'est très simple à comprendre. Il y a deux choses qu'on va regarder dans l'immobilier pour l'investissement. Okay, il y a la rentabilité, okay, et le prix au mètre carré. Le prix au mètre carré, je dis souvent que ce n'est pas très important parce que ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité d'un projet. Néanmoins,
Quand la rentabilité est intéressante, il faut quand même jeter un coup d'œil sur le reste. Et souvent, sur les petits logements, vous allez avoir un impact très important. C'est-à-dire que vous allez avoir un prix au mètre carré qui va fortement augmenter. Et encore plus dans les immeubles. Pour vous donner un exemple, récemment, j'ai un investisseur qui m'a envoyé des produits à analyser, d'accord, par rapport à un accompagnement qu'on fait ensemble, et il m'a envoyé deux produits, d'accord, deux produits dans la même ville. Un produit, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, un produit à 190 000 euros qui faisait 100 mètres carrés avec 5 studios, ok, et un autre produit sur lequel il y avait un petit rafraîchissement à prévoir, mais pas plus que dans le premier, qui était à, je crois, 190 000 euros, mais qui faisait 170 mètres carrés. Donc il y avait quand même une grosse différence de prix. Un était à 1700 euros du mètre carré ou 1800 euros du mètre carré, et l'autre était à 1100 ou 1200 euros du mètre carré. Et je me suis dit, mais quand même. Et le premier, en fait, avait une rentabilité qui était pas dingue, on était en dessous des 10%, mais on était peut-être à 9%, donc on n'était pas complètement délirant, ok. Et l'autre, il n'y avait pas de calcul de rentabilité, puisqu'il n'était pas loué et qu'il y avait des petits travaux à prévoir, d'accord. Et je me suis dit, mais. Tu vois, c'est tout simple. C'est aussi, montrer qu'on achète trop cher, c'est aussi comparer, d'accord. En comparant des biens, ne serait-ce que des biens qui sont comparables, bien sûr, en termes de surface, en termes de qualité, de rénovation, en tout cas de prestations proposées, il faut qu'il y ait des prix qui soient cohérents. Alors, bien sûr, il y a des secteurs, il y a des quartiers, il y a tout ça, mais on peut aussi se servir justement d'une annonce qui serait avec un prix au mètre carré bien plus faible pour négocier le premier produit. D'accord. Et ça m'a permis de me dire, sans connaître forcément le secteur, de me dire, attends, il y a peut-être un truc bizarre là, parce que c'est quand même vraiment très cher. Et pourquoi il le vendait si cher? Parce qu'en fait, il disait qu'il le vendait à des étudiants et qu'on pouvait éventuellement en faire de la location courte durée. Donc, il nous vendait un projet derrière en disant, ok, là pour l'instant vous êtes à 8% ou 9%, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Donc, c'est comme ça qu'il justifiait en fait l'augmentation de son prix. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le bien en lui-même, il a une valeur, d'accord, qui est liée au bien, qui n'est pas liée à son exploitation directement, d'accord. En tout cas, surtout quand c'est un projet d'exploitation. Donc, faites attention, ne pas acheter trop cher parce que de toute façon, on ne revient pas en arrière, d'accord. On ne fait pas des économies sur le reste, on ne fait pas des économies sur les travaux. On fait des économies seulement sur le prix d'achat, d'accord. Donc, faites très attention, ne pas acheter trop cher. Top 7 à présent, et je viens de me rendre compte que je vais être en galère à partir du top 10 puisque je ne sais pas comment je vais faire un top 11. Voilà, avec mes doigts en tout cas. Bon allez, top 7. Bon, alors le top 7, c'est ne pas faire d'efforts d'épargne tous les mois, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, ayez un cash flow positif, quoi. Vous imaginez bien que si vous achetez un projet et que tous les mois vous devez dépenser 50, 100 euros, d'accord, dans votre opération pour la financer, en plus, bien sûr, en plus de ce qui vous est rendu par le locataire. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, ça va bloquer. D'accord. Si tous les mois vous devez sortir 100 euros de votre compte, même si vous avez un salaire qui est de 2000 ou 3000 euros par mois, à un moment donné, ça va bloquer. D'accord. Votre capacité d'endettement va tellement augmenter rapidement que vous allez être bloqué très rapidement par les banques. Donc, et pour moi, c'est l'un des principes fondateurs de l'investissement immobilier, d'accord? C'est ne pas faire d'efforts d'épargne. C'est-à-dire que l'objectif, il est de s'enrichir, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Donc, quand vous faites votre calcul, quand vous faites vos calculs de cash flow, le cash flow, c'est bien sûr, c'est pas les bénéfices, c'est pas pareil, mais en gros, le cash flow, c'est ce qui vous reste à la fin du mois lorsque vous avez tout payé. Okay, lorsque vous avez payé votre crédit, lorsque vous avez payé les assurances, la taxe foncière, vous avez payé les impôts, à la fin, tout ce qui vous reste, une fois que vous avez tout payé, une fois que le locataire vous a payé aussi, ce qui vous reste en positif, c'est le cash flow. Ça peut être positif ou négatif. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'il soit négatif, sinon vous allez être bloqué très rapidement. Allez, top 8. Le top 8, c'est ne pas faire d'emprunt. Okay, ça, c'est une erreur qu'on a tendance à faire naturellement parce qu'on se dit que si on ne fait pas d'emprunt, déjà on ne doit rien à personne et en plus on gagne plus d'argent rapidement. C'est vrai qu'on se dit, si je ne fais pas d'emprunt, en même temps je n'ai pas de crédit à rembourser, donc du coup mon cash flow il est vachement important. C'est pas faux, sur le principe c'est pas faux, ok. Mais c'est une grossière erreur parce que, comme dans le top 7 d'avant, une fois que vous l'avez fait une fois, deux fois,
Enfin, à part si vous avez des centaines de millions sur vos comptes, vous allez être rapidement bloqué. Et encore une fois, même si vous avez des centaines de millions sur votre compte, c'est une connerie. Parce que derrière, avec des centaines de millions, on peut faire des milliards, d'accord? Donc, et si vous avez 150 000 euros sur votre compte, bah, vous allez faire une opération et puis vous allez être bloqué après. Alors qu'avec 150 000 euros, si vous acceptez de faire des emprunts, bah, vous avez une capacité d'emprunt qui est énorme. Et au lieu de faire un projet, vous allez en faire peut-être 5, 6, 7, d'accord? Parce que vous allez éventuellement peut-être mettre un petit quelque chose d'apport, mais en tout cas, empruntez, faites un emprunt, d'accord? C'est hyper important. Ne pensez pas, et je sais qu'il y a plein de gens, parce qu'il y a aussi une culture. Il y a une culture, familiale, parfois d'éducation financière, qui nous dit surtout ne faites pas d'emprunt. Et quand vos parents ils n'ont jamais fait d'emprunt, qu'ils sont soit restés toujours locataires ou quand ils ont eu suffisamment d'argent, ils ont acheté leur maison, c'est difficile derrière d'aller à contre-courant par rapport à cette culture et de dire non, moi je fais un emprunt et en plus je finance rien du tout. En tout cas, si je dois vous donner un conseil, faites un emprunt. Voilà. N'essayez pas d'apporter tout l'argent vous-même, clairement. Allez, top 9. Bon, le top 9, encore une fois, il est primordial, c'est d'ignorer la fiscalité. Ignorer la fiscalité, mais c'est... Alors j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, que tous mes conseils, tous les conseils que je vous ai donnés sont indispensables et que c'est les plus importants. Mais la fiscalité, si vous ne maîtrisez pas la fiscalité, vous allez vous planter, c'est sûr. D'accord? C'est sûr. Moi, quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier, je n'avais pas une très grande maîtrise de la fiscalité, même si j'avais commencé à me former. Malgré tout, j'achetais mes produits en nom propre, je ne faisais pas de travaux, etc. Donc je me suis rendu compte rapidement au bout de la première année, lorsque les impôts sont tombés, que je m'étais gouré sur ce premier investissement. En tout cas, je ne l'avais pas acheté comme il fallait. Après, avec le temps, j'ai pu le modifier, mais ça m'a coûté de l'argent de ne pas le savoir dès le départ. Et donc, la fiscalité, on n'en parle jamais à l'école, par exemple. D'accord, vous n'avez jamais entendu parler de la fiscalité. Tous les gens qui sortent même de la fac aujourd'hui ou d'une école d'ingénieur, ils n'ont pas eu spécialement des cours sur la fiscalité, à part s'ils ont peut-être à part s'ils sont dans ce domaine-là ou dans la compta ou j'en sais rien. Mais en tout cas, les gens qui n'ont pas fait d'études, d'accord, sur la fiscalité elle-même, en tout cas, n'ont pas eu d'éducation financière et n'ont pas eu d'éducation sur la fiscalité. Donc aujourd'hui, je vous dis, quand moi je suis sorti de la fac, je ne savais pas calculer les impôts. Je ne savais pas j'avais aucune idée de savoir combien j'allais payer d'impôts, d'accord, lorsque j'allais commencer à travailler. J'avais aucune idée de la notion d'impôt, ce que ça pouvait être. J'entendais parler de tranches d'imposition, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Je pensais que quand tu arrivais à la tranche des 30%, tu payais 30% de tous tes revenus, alors que ce n'est pas du tout le cas, d'accord. Donc, j'avais plein d'idées et plein de notions complètement fausses en fait de la fiscalité. Et se former sur ce principe-là, ça nous permet de trouver des astuces ou en tout cas des manières d'investir qui sont un peu différentes et qui vont être en tout cas adaptées au projet. Le plus important, encore une fois, par rapport à la fiscalité, c'est d'adapter la fiscalité à son projet, pas l'inverse, d'accord? On n'est pas en train de choisir d'abord une fiscalité et de dire je vais trouver un produit qui correspond. En tout cas, ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, elle est de dire voilà, j'ai trouvé un projet, maintenant comment je l'achète? D'accord? Quelle est la meilleure manière de l'acheter? Mais il est vrai qu'en fonction de votre situation personnelle, vous n'aurez pas la même solution fiscale derrière. Vous n'achèterez pas forcément de la même manière. Il y en a certains pour lesquels ce sera plus intéressant d'acheter en nom propre, pour d'autres en SCI, pour d'autres vous allez acheter en indivision à plusieurs, etc. Donc, ou même dans l'exploitation, que ce soit du meublé, du non meublé, etc. Chacun aura, par rapport à la situation personnelle et professionnelle, aura des solutions fiscales différentes. Okay? Donc ça, c'est hyper important. Formez-vous sur la fiscalité, vraiment formez-vous. J'ai même fait 2 vidéos sur la thématique. Je vais vous les mettre là-haut, je crois, là-haut, je ne sais plus. En tout cas, je vais vous mettre ça au pire dans les liens. Il y en a une sur les SCI, une sur les holdings. Alors, c'est des étapes un peu après, d'accord, cette vidéo-là, mais ça peut vous donner déjà une idée de ce que c'est qu'une SCI, ce que c'est qu'une holding. Ok? Donc maintenant, on est au top 10. Bon, le top 10, vous en avez forcément entendu parler. C'est l'erreur top 10, c'est acheter sa résidence principale en premier. Bon. Alors, je vais le nuancer malgré tout. Je vais le nuancer parce qu'on entend partout qu'il ne faut pas acheter sa RP en premier. RP, c'est pas région parisienne, c'est résidence principale. D'accord. C'est vrai et c'est faux à la fois. D'accord. Donc, il ne faut pas non plus se bloquer là-dessus. Pourquoi? Parce que ça dépend. Voilà.
Comme beaucoup de choses, hein, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du prix de votre RP, ça dépend de votre secteur, ça dépend du loyer que vous payez en tant que locataire. D'accord? Ça dépend de plein de choses. Mais généralement, c'est vrai qu'il est plus intéressant de commencer par l'investissement IMO. Mais vous allez voir que vous allez vous retrouver confronté à une problématique, celle des banques qui vont souvent, ce qui arrive malgré tout souvent, je vois par rapport à mes clients, etc., ça arrive régulièrement, qu'on lui dise non, on ne peut pas vous prêter car vous n'avez pas de résidence principale. Car vous n'avez pas acheté votre résidence principale, que ce soit d'ailleurs à crédit ou cash ou quoi que ce soit, d'accord? Vous pouvez l'acheter à crédit, mais ça pose problématique. Donc, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale en premier, sauf si c'est plus intéressant financièrement. Par exemple, pour vous donner une idée, j'ai fait encore une fois une vidéo sur une vidéo sur ce sujet. Je vais vous essayer de vous la mettre quelque part, qui est en gros, est-ce qu'il vaut mieux être locataire ou propriétaire de sa résidence principale? Je considère tout simplement que lorsque vous avez la possibilité d'acheter un produit qui est pas cher et qui se louerait plus cher que votre crédit, c'est pas déconnant d'acheter sa résidence principale. D'accord, tout simplement. Là où on est ici, d'accord, dans cette maison, c'est une maison qu'on a payée en gros 100 000 euros. Et si on devait la louer aujourd'hui, on la louerait à peu près 750 euros par mois. D'accord, d'accord, 750 euros par mois, donc c'est pas mal. Surtout qu'on a un crédit de 400, je sais plus combien, 480 ou un truc comme ça dessus, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour nous, c'est vachement intéressant. Et en plus, bon, si on la revendait, on ferait une plus-value. Mais tout ça pour vous dire que dans cette situation précise, c'est intéressant. Quand j'étais avant en région parisienne, ça allait beaucoup moins, d'accord. J'avais un T2, un petit T2 pour un peu moins de 200 000 euros. 200 000 euros, vous faites le calcul sur 20 ans, ça fait à peu près 1000 euros par mois et j'aurais pu le louer au maximum 750 pareil, quoi, d'accord. Donc j'avais un effort d'épargne de 250, d'accord, brut, plus les impôts, plus la taxe foncière, plus toutes ces choses-là. Donc forcément, c'était beaucoup moins intéressant et j'aurais mieux fait finalement d'être locataire lorsque j'étais en région parisienne. Mais bon, écoutez, on ne revient pas sur ces erreurs. On est au top 11 et je ne sais pas comment le faire, du coup, on va faire ça plus ça. Voilà, ça vous va, top 11. Bon, le top 11, il me concerne personnellement et par rapport à ma philosophie d'investissement, il est tout simplement de penser que dans les petites villes, il n'y a pas de demande locative. Okay, c'est de se concentrer finalement uniquement sur les grandes villes, sur les villes, les jolies villes, les villes à fort potentiel et les villes peut-être très étudiantes, très dynamiques, etc. En réalité, il y a une demande très importante proportionnellement à la taille de la ville, évidemment. D'accord, une demande très importante sur les petites villes. Là où on est, ici, il y a environ 5000 habitants, un peu moins de 5000 habitants, d'accord. Là, j'ai mis une annonce hier matin sur un appartement que j'ai disponible, un T3, d'accord, pour vous donner une idée, à 520 euros, je crois. Un T3 à 520 euros. Et j'ai déjà 3 visites demain. Ok, et des bons dossiers. J'ai déjà reçu les dossiers par mail, etc. Donc, et des gens, donc des couples en CDI avec 2 garants. Ça paraît étonnant. Ça paraît étonnant parce qu'on se dit, ouais, mais même moi, ça m'étonne. D'accord, même moi, ça m'étonne parce que je me disais, bon, quand on va dans ce secteur-là, on imagine peut-être avoir des dossiers moins bons parce que on se dit que les gens qui ont des bons dossiers, ils achètent plutôt que louer. Mais c'est pas vrai parce que là, c'est des gens qui habitent certains habitent à 80 km et du coup, ils veulent se rapprocher de leur famille ou voilà, ils ont autre raison. Peut-être que dans 2 ans, ils vont partir parce qu'ils auront fait construire ou parce qu'ils auront acheté quelque chose. Mais en attendant, ils sont là, ils sont locataires et ça va se passer très bien. Donc arrêtez de penser que dans les petites villes, il n'y a pas de demande locative. Il y a une demande locative et parfois même plus importante proportionnellement aux villes moyennes parce que vous avez très peu d'investisseurs, vous avez plein de produits qui sont de très mauvaise qualité et du coup, vous, quand vous faites un peu de qualité, d'accord, quand vous vous démarquez ne serait-ce qu'un tout petit peu finalement de la concurrence, vous faites la différence et c'est comme ça que vous allez louer hyper facilement. Ok, allez, la suite, top 12. Bon, on a parlé des travaux tout à l'heure, j'y reviens dessus. Le top 12, et je vous dis ça parce que je l'ai déjà entendu, c'est de ne pas emprunter les travaux. Ok. Et voilà, je vise personne, mais peut-être que la personne qui regardera cette vidéo saura que je parle d'elle. C'est hyper grave, d'accord, de ne pas emprunter les travaux. Mais c'est pas ne pas emprunter les travaux parce que
le dossier ne passe pas. C'est ne pas emprunter les travaux parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait emprunter les travaux tout simplement. Donc, arrêtez de penser qu'on ne peut pas emprunter les travaux. D'accord? On peut même emprunter que des travaux. Pour vous donner une idée, sur un des derniers dossiers, on avait fait l'erreur, on va dire, d'investir en fonds propres pour la plupart, d'accord? Pour la plupart, parce qu'on avait eu un refus de la banque, plusieurs refus de banque, et puis on s'était dit, bon, bah, écoute, on va se démerder. Et au final, on s'est dit, bon, bah, putain, pourquoi on ne demande pas à la banque tout simplement un emprunt, d'accord, pour les travaux, au lieu d'essayer de faire tout en fonds propres? C'est complètement con, d'accord? En plus, c'est contraire à tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et donc, du coup, on s'est décidé de faire un emprunt. Et eh bien, écoutez, on a emprunté 220 000 euros. 220 000 euros seulement, uniquement de travaux, d'accord, sur un produit qui était déjà acheté. 220 000 euros de travaux. Donc, arrêtez de penser qu'on ne peut pas emprunter les travaux. Arrêtez de penser qu'on ne peut pas emprunter des projets avec un gros pourcentage de travaux non plus. C'est plus compliqué, mais ça existe. La preuve, on peut financer des travaux sans achat. Donc, vous pouvez tout faire. Et en plus, avec des taux, alors qui sont évidemment un peu plus élevés, d'accord, si vous faites que des travaux. Mais là, on est à 1,95 sur 20 ans. C'est pas déconnant du tout pour un truc avec 220 000 euros de travaux. Donc, arrêtez de penser qu'on ne peut pas emprunter les travaux. Et surtout, faites-le, empruntez les travaux. Allez, top, je ne sais plus où j'en suis, 13 je crois. On reste dans les travaux, encore une fois, et une des erreurs hyper importantes, c'est qu'on a tous fait normalement, si on a fait des travaux un jour dans sa vie, c'est de faire les travaux soi-même. Ok, je l'ai fait, j'en suis pas mécontent, honnêtement. C'est pas déconnant d'essayer de le faire au départ. En même temps, on est dans une recherche d'économie dans un premier temps. Ok, on commence pas tous en se disant je vais acheter 10 immeubles cette année. Donc on se dit bon bah, pour le premier, que ce soit un immeuble ou un appart d'ailleurs, bah, je vais mettre un petit peu la main à la pâte. Le problème, il est de continuer à faire ça dans le temps. D'accord? Votre valeur ajoutée aujourd'hui, elle n'est pas sur les travaux, à part si vous êtes artisan. Mais même si vous l'êtes, c'est plus intéressant encore de sous-traiter. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de ne pas faire les travaux vous-même. Premièrement, bah, le temps que vous allez passer, vous n'allez pas pouvoir le déduire. Et en plus, bah, vous allez sûrement passer beaucoup plus de temps qu'un artisan classique. D'accord? Vous allez utiliser tous vos week-ends, vous allez utiliser toutes vos soirées, vous allez utiliser toutes vos vacances, vous allez éventuellement dégrader votre relation de couple ou votre relation avec vos amis parce que vous serez beaucoup moins disponible. Donc attention à ça, clairement. Moi, je vous conseille de ne pas faire les travaux vous-même. Faites-les. En plus, vous pouvez les emprunter comme on a dit juste avant. Donc, il n'y a pas de raison d'essayer de faire les choses soi-même. Okay, et encore une fois, une chose hyper importante, quand vous faites le calcul de rentabilité de votre projet, prenez bien en compte les travaux comme s'ils étaient faits par un artisan et pas comme si c'est vous qui le faisiez. D'accord? Par exemple, je me rappelle, on a fait des visites à côté de Bordeaux il y a quelques mois avec un agent immobilier qui nous disait, donc il y avait c'était une sorte de trois petites maisons à coller. Et sur ces trois petites maisons, il y en avait une qui était complètement à refaire, une sur laquelle il y avait quasiment tout à refaire et l'autre qui était louée à des cas sociaux. Donc qui était en sûrement très mauvais état, mais on ne le savait pas parce que l'agent immobilier n'était jamais allé visiter. Donc pour vous dire un peu la qualité de l'agent immobilier. Bref, et lui il nous annonçait, je crois, 15 000 euros de travaux. Je dis putain, 15 000 euros de travaux, je dis mais il y a deux maisons à refaire entièrement et un appartement, une maison qui sera évidemment à refaire lorsque le locataire partira. Il m'a dit oui mais il y a quelqu'un qui est passé, un pompier ou je sais pas quoi, et lui bon il a estimé ça s'il le faisait lui-même. Je dis ouais d'accord mais attendez, quand on était au téléphone vous m'avez jamais dit que c'était 15 000 euros si les gens faisaient eux-mêmes les travaux. Je dis moi je suis investisseur immobilier, je suis partisan, mon métier c'est pas ça. Et dans mon calcul de rentabilité, sinon on compte mon temps. Alors, on va compter mon taux horaire et je vais vous dire combien ça fait au final. D'accord? Donc, ne faites pas, surtout pas vos calculs comme si vous faisiez les travaux vous-même. Si vous voulez finalement faire les travaux vous-même parce que vous voulez gagner plus, c'est un bonus. D'accord? Voyez-le comme un bonus. Mais ne partez pas sur le principe de dire je fais mon calcul de rentabilité avec mon temps à moi passé. D'accord? Donc, c'est tout simplement. Allez, on passe à la suite. 14. Alors, pour le top 14, et pas de jeu de mots, on va parler de la durée d'emprunt. Ok, une problématique importante, souvent, c'est de vouloir emprunter sur une trop courte durée. On a parlé sur le fait de ne pas emprunter, mais il y a emprunter aussi sur une trop courte durée. Ça rejoint aussi le fait de vouloir avoir un cash flow positif sur toutes ces opérations. Plus vous allez prendre une durée longue, plus
potentiellement, vous allez avoir un cash flow qui sera positif et important. D'accord? Parce que vous aurez évidemment moins de charges tous les mois. Ok, votre taux d'emprunt sera plus important, mais j'ai presque envie de vous dire, le taux, on s'en fout. Alors, vous allez peut-être vous scandaliser parce qu'on vous parle partout du taux. À la télé, on vous parle du taux. Sur Boursorama, sur Meilleur Taux, pardon, on vous parle du taux. Il n'y a pas de raison de penser qu'au taux. D'accord? La durée, c'est hyper important. Et je préfère avoir un emprunt sur 20 ans à 2,2% que avoir un emprunt sur 15 ans à 1,3%. D'accord? Ça peut paraître débile et plein de gens vont trouver ça scandaleux, mais en réalité, c'est pas grave. Ok? Je préfère simplement avoir un cash flow qui soit plus important tous les mois. Je m'en fous de la durée d'emprunt. D'accord? Si je peux avoir sur 25 ans, je vais sur 25 ans. D'accord? Ça ne me pose absolument aucun souci. Donc voilà, puisque le cash flow, de toute façon, il est positif tous les mois. Donc c'est ça le plus important. Donc, n'ayez pas peur de prendre sur une longue durée. Alors, plus vous allez être âgé, plus ça sera compliqué de prendre sur une longue durée. Certaines banques aujourd'hui n'acceptent que sur 15 ans. Donc, il faut savoir faire avec aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi trouver des projets qui soient suffisamment rentables pour avoir un cash flow positif sur 15 ans. Mais en tout cas, si vous pouvez, si vous avez la possibilité, essayez de passer sur 20 ans minimum. C'est ce que je vous conseille pour toutes vos opérations. Allez, top 15. On va encore parler d'emprunt et on va encore parler de finances. Le top 15 pour moi, c'est de refuser de faire un apport. Alors vous allez dire, oui, mais attends Guillaume, tout à l'heure tu m'as dit qu'il fallait faire un emprunt. Oui, il faut faire un emprunt, mais c'est pas pour ça qu'il faut refuser catégoriquement et systématiquement, en tout cas, de faire un apport. Pourquoi? Écoutez, encore une fois, si vous avez l'argent, ok, si ce n'est pas une somme gigantesque, d'accord, et que ça vous permet de faire un projet qui va vous rapporter de l'argent tous les mois, ne vous bloquez pas. Okay. Si vous avez un projet à 200 000 euros, on vous demande 10% d'apport, vous avez l'argent. Mais encore une fois, quand je dis vous avez l'argent, ça ne veut pas dire que vous avez que 20 000 sur votre compte. Si je vous dis vous mettez 20 000 euros d'apport, il faut avoir au moins 100 000 sur son compte. Je considère à peu près, pour vous donner une idée. Quand vous me dites j'ai 25 000 euros sur mon compte, je vais faire 20 000 euros d'apport. Non, 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 non. Okay, c'est trop dangereux de rester avec 5 000 euros de cash finalement sur votre compte. Donc, si vous faites un apport, il faut que ça représente, j'ai envie de dire, un cinquième ou un quart de votre patrimoine en banque. Okay, c'est ce que je considère en tout cas comme étant sécurisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. D'accord, si c'est la condition pour laquelle votre projet va aller au bout, allez-y. D'accord, enfin, c'est complètement bête de refuser de faire un projet parce qu'on ne veut pas mettre du tout d'apport, okay, ou même sur les frais de notaire par exemple. Je sais qu'on vous dit partout qu'il ne faut pas faire d'apport, qu'il faut emprunter la totalité à 110%, etc. Oui, c'est vrai, si on peut, c'est vrai. Mais si à un moment donné vous vous retrouvez bloqué et que la seule condition pour que le projet aille au bout et que c'est un bon projet, ça soit un apport des frais de notaire ou de 10%, faites-le. Franchement, faites-le. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Faites-le. Bon, maintenant je suis bien emmerdé pour le top 16. Je ne sais pas comment faire. Bon, top 16. Le top 16, il est hyper important, c'est de faire confiance aveuglément à un professionnel. Alors, je vais sûrement me faire des ennemis, mais je vous conseille très clairement de ne pas faire confiance à qui que ce soit. Même pas à moi, j'ai envie de dire. D'accord? Pourquoi? Vous avez en premier lieu l'agent immobilier. Okay. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur les agents immobiliers, je me suis déjà fait assez d'ennemis comme ça. Et les agents immobiliers le savent très bien. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ne sont pas forcément très bons sur le marché, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une bonne opération. D'accord, j'ai dit dans une vidéo précédente, l'important, ce n'est pas d'avoir un bon agent immobilier, c'est d'être un bon investisseur. Okay, donc, l'agent immobilier, il faut faire attention et il faut remettre en question tout ce qu'il dit. Mais que ce soit l'agent immobilier, que ce soit le notaire. D'accord, et il n'y a pas de raison que le notaire ait la vérité absolue. C'est pas parce que c'est un professionnel qu'il ne peut pas se tromper et qu'il ne peut pas faire d'erreur concernant votre dossier. Donc, remettez tout en question. On a parlé tout à l'heure dans la partie quand on disait oui, mais il ne faut pas sous-estimer ses travaux. Il ne faut pas surestimer le loyer. Il ne faut pas sous-estimer les charges. Donc, toutes ces choses-là, des fois, ça peut venir de l'agent immobilier et il peut vous induire en erreur. Il ne faut pas oublier que le but de l'agent immobilier, c'est quand même que l'opération se fasse. D'accord, même si, bien sûr, il ne veut pas avoir de problème derrière, il a un devoir de conseil. Mais
En même temps, il a quand même le devoir, enfin, il a quand même, entre guillemets, une mission, et sa mission, c'est que l'opération se fasse et aille au bout. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'il va vous mentir pour ça, mais des fois, il y a peut-être des choses qu'il ne va pas savoir, tout simplement, et il ne va pas dire qu'il ne sait pas. Donc, vérifiez tout une seconde fois. D'accord? Ne faites confiance à personne. Donc, si l'agent IMO il vous dit qu'il y a bien un compteur électrique par appartement, vous allez prendre votre petite patte, d'accord, et vous allez vous déplacer et vous allez voir de vos propres yeux est-ce qu'il y a bien un compteur par appartement plus un pour les parties communes. S'il vous dit que les loyers sont de 600 euros par mois en moyenne dans le secteur, vous allez aller sur le bon coin et vous allez vérifier que ce qu'il vous dit, ça paraît cohérent. D'accord? S'il vous dit que oui, vous inquiétez pas, ça raconte au tout à l'égout, vous allez demander des papiers justificatifs prouvant que c'est bien le cas. Vous allez intégrer dans le compromis des tests pour vérifier la conformité de l'assainissement. Si le notaire vous dit bon ben c'est bon, j'ai vérifié le compromis, il n'y a pas de souci, vous allez vous-même revérifier une seconde fois derrière le compromis, le lire, comprendre, poser des questions quand vous ne savez pas et tout vérifier. Quand vous avez dit par exemple, ça arrive régulièrement que le notaire oublie par exemple d'enlever, je sais pas moi, d'enlever le séquestre. Il oublie de préciser qu'il faut en effet des analyses complémentaires pour l'assainissement. Donc il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent être oubliées tout simplement. D'accord, par les professionnels qui vous entourent. Donc, pensez à tout vérifier une seconde fois. Ok, clairement. Bon, maintenant, le top 17. C'est parti. Alors, le top 17, c'est un classique. C'est acheter pour être rentable plus tard. Ok, alors, ça va revenir un peu à ce qu'on disait par rapport au cash flow. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent en se disant plus tard, ça va me rapporter de l'argent. Par exemple, ça va être le discours lorsque vous achetez des programmes neufs en Pinel à vos amis les banquiers ou à des promoteurs, etc. Ils vont vous dire, OK, vous allez faire un effort d'épargne pendant quelques années, mais au bout de 20 ans, vous allez avoir un cash flow positif. D'accord? Au bout de 20 ans, vous allez gagner 200 euros par mois. Et là, vous allez dire, OK, c'est pas mal quand même. Je balance 300, 400 euros par mois pendant 20 ans, mais au bout de 20 ans, je suis propriétaire et en plus, je gagne 200 euros par mois. Ça, c'est la plus grosse erreur à faire. Parce que, encore une fois, ça veut dire que pendant toute cette durée-là, jusqu'aux 20 ans, ben, vous allez devoir faire un effort d'épargne. Et si vous vous dites, ben, il faut que j'attende les 20 ans pour acheter un nouveau projet, à part si vous vivez 400 ans, vous n'allez pas faire beaucoup de projets dans votre vie. Donc, clairement, ne partez pas sur le principe de dire je serai rentable dans 20 ans. Il faut être rentable tout de suite, d'accord? C'est là, c'est hyper important de se dire il faut que ça me rapporte de l'argent maintenant et pas dans 20 ans. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Allez, la suite. La suite, le top 18. Alors, le top 18, on va parler de gestion. On ne va pas parler encore pendant tout ce top. Le 18, c'est de ne pas penser à la suite et ne pas penser à la gestion. On a tendance à se dire, bon, bah, je verrai plus tard ou je mettrai quelqu'un en gestion dessus. Quand je prendrai une agence. Bon. Il faut savoir qu'il y a des secteurs en France, quand vous allez dans les trop petites villes, alors ça me concerne parce que moi je suis concerné, parce que je vais dans des secteurs ou des petites villes, il y a des secteurs sur lesquels il n'y a pas d'agence, ou alors c'est très compliqué de trouver une agence immobilière qui accepte de prendre votre projet. Et encore plus si vous avez un appartement. Aujourd'hui, si vous avez un appartement dans une ville de moins de 1000 habitants par exemple, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va le gérer. Et surtout, vous allez payer un max, d'accord? Si vous avez déjà un immeuble, vous allez avoir une sorte de centralisation, vous allez avoir un pouvoir de négociation auprès des agences de gestion qui sera plus important. Donc ça sera un peu plus facile. Mais je sais qu'il y a des secteurs sur lesquels ça serait très compliqué pour moi de le mettre en gestion. Et c'est pour ça que dans certains cas, je le gère moi-même. Parce que j'aurais beaucoup de difficultés à trouver une agence qui accepte, d'accord, de prendre la maison ou l'immeuble en gestion parce qu'on est dans des secteurs où les villes sont très éloignées les unes des autres, il y a peu de demandes et ça n'intéresse pas les agences, c'est pas rentable pour elles. Voilà, tout simplement. Donc attention à ça, donc ça c'est la première chose. Mais derrière, il y a aussi, que vous fassiez d'ailleurs de la location longue durée ou courte durée, mais en tout cas encore plus sur la courte durée, j'ai envie de vous dire, il faut anticiper cette problématique de gestion. Encore plus, si vous voulez déléguer la gestion, les entrées-sorties, le ménage, tout ça, vous ne pouvez pas vous dire d'abord j'achète, une fois que j'ai acheté, comment je vais gérer? Non,
encore plus pour la courte durée. Quand vous faites de la courte durée, pour moi, le gestionnaire, c'est un élément essentiel au même titre que le produit en lui-même et que la finition ou la rénovation que vous allez proposer à l'intérieur. Donc c'est hyper important et ne passez pas à côté de ça. Et surtout, ne l'oubliez pas dans l'intégration de vos charges parce que, alors, encore plus évidemment pour la courte durée parce que c'est un coût très important, mais même sur la longue durée, n'oubliez pas que ça va être aux alentours entre 6 et 9% de vos revenus locatifs. Donc ça représente une somme malgré tout, généralement on dit que ça représente un mois de loyer par an. Donc ça fait quand même une somme. Et quand votre cash flow il est limite à zéro, et ben, du coup vous passez directement à moins un mois. Donc c'est quand même important de le prendre en compte et d'anticiper la gestion et le coût induit finalement par cette gestion. Allez, la suite. Top 19 à présent, on arrive bientôt à la fin. Allez, encore un peu de courage. Top 19, c'est de ne pas se faire accompagner. Okay, c'est une erreur. Alors, évidemment, en tant qu'accompagnateur de projet, je ne vais pas vous dire qu'il faut ne pas se faire accompagner. Néanmoins, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, que ce soit par un professionnel ou quelqu'un en tout cas qui en fait son métier ou quelqu'un tout simplement qui a déjà investi, qui a déjà une certaine forme d'expérience et qui pourra vous aider, vous guider. Alors que ce soit sur la visite en elle-même ou même sur la recherche, sur la méthodologie de recherche, sur la manière de gérer les travaux derrière, etc. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub de club immobilier, mais en tout cas, je vous conseille de vous faire accompagner sur les premières opérations pour que vous ne fassiez pas d'erreur. On sait que la première opération, c'est la plus importante, d'accord? Donc, faites-vous accompagner, ne soyez pas radin, sur ce truc-là, parce que si vous voulez, aujourd'hui, la personne qui va vous accompagner, elle va tellement vous faire gagner de temps et d'argent sur cette première opération, ne serait-ce que par rapport à la négociation que vous allez pouvoir faire avec le vendeur, par rapport aux arguments que va vous donner cet accompagnateur, que sa prestation, elle sera très rapidement amortie. Donc, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, évidemment. Top 20, c'est le dernier. Je vous avais dit que c'était le plus important. Ok, le top 20, je vais regarder ce que j'ai oublié. Ouais, hyper important. Le top 20, c'est d'attendre la perle rare. Okay, et ça, j'ai envie de vous dire, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, le problème, on le voit tout le temps parce que tout le monde a en tête qu'il faut qu'il trouve la meilleure opération possible. Et on entend tellement de choses sur Facebook, sur YouTube, etc., de mecs qui ont fait des rentabilités exceptionnelles qui font rêver. Et du coup, on a tendance à se dire, à culpabiliser en se disant « Ah mais non, mais je ne vais pas acheter un produit qui fait 10% parce que j'ai vu un mec qui faisait 30% de rentabilité, donc si je fais ça, c'est que je fais une mauvaise affaire. » Mais arrêtez de chercher la perle rare. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'acheter un produit qui respecte à peu près tout ce que je vous ai dit du top 1 au top 19. Okay, et si vous respectez tout ça, si vous ne faites pas une mauvaise opération, vous faites une bonne opération. On n'est pas en train d'essayer de trouver le meilleur produit, on est en train d'essayer de trouver un bon produit qui fonctionne, qui vous fasse gagner de l'argent et qui puisse vous permettre de continuer à racheter de bons produits. D'accord? Si vous attendez la perle rare, vous allez peut-être acheter un produit dans votre vie parce que vous allez dire « Ouais, j'ai trouvé le produit ». Mais après, une fois que vous avez trouvé cette perle rare, ça sera encore plus compliqué finalement d'accepter de se retrouver à acheter des produits qui soient un peu moins bons. Donc, ne cherchez pas le produit parfait, il n'existe pas déjà. Donc voilà, il n'existe pas puisque chacun déjà a une définition très différente de ce qu'est la perfection d'un produit. Mais surtout, lancez-vous quoi. Arrêtez d'attendre le produit parfait et d'attendre pendant 10 ans en disant j'ai raté ce produit-là parce que j'ai pas été assez rapide. Du coup maintenant j'attends de retomber sur le même. Mais non, mais vous ne retrouverez pas le même. D'accord? Donc trouvez un produit qui respecte le top 1 au top 19 plus bien sûr le top 20. Et à ce moment-là, vous ferez une bonne opération. Bon, écoutez, c'est fini pour ce top 20. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long malgré tout. J'ai essayé d'être vraiment le plus complet possible sans faire une vidéo de 4 heures sur les différents tops et tout ce qui est pour moi vraiment primordial. Tout ce qui est vraiment pour moi primordial si vous voulez investir dans l'immobilier. Bon, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, pour liker et aimer cette vidéo, à la partager à vos amis. Si ce n'est pas déjà fait,
Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne et à demander les notifications avec la petite cloche en dessous. Également, si vous n'avez pas encore téléchargé le tableur pour vous aider à estimer les travaux, et également une checklist pour vous aider à définir tout ce qu'il y a à vérifier lorsque vous voulez aller visiter un produit immobilier. Je vous mets tout ça en dessous dans la description. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bons investissements et à très bientôt sur cette chaîne. Allez, salut, ciao!